Bonjour les gens du coaching, bonjour, bonjour, j'espère que vous allez bien en ce beau lundi. Alors, je ne sais pas quel temps il fait chez vous. Je me sens comme la Miss Météo. À chaque fois que je commence les coachings, je vous parle de la météo. Mais ici, on a eu nos premiers flocons. Alors, écoutez, moi, je vois la montagne actuellement, puis je t'avais de voir des skieurs, d'après moi, dans quelques jours. Alors, écoutez, j'espère que vous allez bien. J'espère que vous avez passé un beau week-end. Il a fait tellement beau, c'est un beau week-end comme je les aime, automnal. Et évidemment, il est actuellement 11h58, donc si vous arrivez en replay, vous pouvez à la limite nous avancer de 2 minutes. J'espère que vous m'entendez bien. Donc, si vous êtes déjà là, manifestez-vous dans le chat. Faites-nous signe à savoir est-ce que vous êtes là, est-ce que vous êtes en feu. Et évidemment, là, je veux juste vous dire s'il y avait un souci avec Facebook. Je le dis parce que là, tantôt, mon Internet a coupé. Alors, j'ai eu des petites chaleurs. Mais comme je vous le dis à chaque journée, là, s'il y avait un souci avec Facebook ou avec mon Internet, soyez sans craindre, voyons, sans crainte, je vous reviendrai. Alors, on a Marie-Christine qui dit sous les petits flocons de Sherbrooke, ah, vous aussi. Alors, il neige à Sherbrooke, donc il y a des belles montagnes aussi dans l'Estrie, des belles montagnes de ski. On a Carla qui est là, on a Dada, on a Célina qui est là. Bonjour Célina. Célina qui travaille avec moi, qui est membre de mon équipe, ainsi que Julie. Donc, vous le savez, hein, je le répète, mais les membres de mon équipe sont toujours en leur nom personnel sur le chat. Et évidemment, elles sont là pour vous assister s'il y a des questionnements ou souvent pour ajouter aussi des éléments là, dans le chat. Donc, entre autres, si vous n'avez pas votre cahier, je vais demander à Julie de mettre dans le chat le cahier parce qu'on a encore des gens qui se sont joints ce week-end. Évidemment, vous arrivez dans un coaching de 10 jours, vous arrivez au jour 6. Donc, c'est important de vous dire que si vous souhaitez revoir les jours 1 à 5, ils sont encore disponibles sur le groupe. Donc, dans la section vidéo, vous pourrez les revisionner, mais dépêchez-vous parce qu'on ne les laissera pas là ad vitam aeternam. Donc, sachez qu'éventuellement, d'ici la fin du coaching, les vidéos seront enlevées. Alors, aujourd'hui, jour 6, la relation propriétaire-locataire. Et je trouvais ça important dans le cadre de ce coaching-là de vous parler de cette thématique-là parce que très souvent, vous êtes nombreux et nombreuses à m'écrire et à me dire, Stéphanie, j'ai le goût d'investir en immobilier, ça me parle, je vois l'opportunité de l'immobilier et on le sait, c'est indéniable, mais j'ai certaines appréhensions, dont les locataires. Et ça me fait toujours sourire parce que je comprends. Quand on regarde ce qui se passe parfois dans certaines émissions de télévision qui s'appellent, exemple, propriétaire en otage ou locataire d'enfer, ou encore quand on voit dans les journaux, hein, à l'occasion, on va voir des histoires d'horreur. Mais tu sais, il faut comprendre une chose, puis ça, c'est vraiment important. Les médias, il n'y a rien d'intéressant à faire un article de journal sur un bon locataire. Je veux dire, les médias vont relater des situations extrêmes. Donc, on en a vu là, dans les derniers mois une situation où des locataires avaient vraiment là, détérioré un appartement. Mais je veux dire, moi, ça fait plus de 25 ans que je suis propriétaire. J'ai eu au-dessus de 1000 locataires et je n'ai jamais vécu une situation comme ça. J'ai plein d'amis, de collègues qui sont en immobilier et eux non plus. Donc, c'est vraiment des cas d'exception. Et l'autre chose qui est super importante de savoir, au-delà du fait que c'est des cas d'exception, ce sont aussi, il y a des façons de se prémunir de ça. Il y a des façons d'être très sélectif avec nos locataires. Donc, ce que je vous propose aujourd'hui avec ce jour 6, premièrement, Julie a sûrement mis le lien dans le chat pour pouvoir télécharger le cahier. C'est un cahier de 42 pages. Ça vous permet de me suivre au quotidien si... ça vous permet aussi là, de prendre des notes. Et aussi, je veux le mentionner, si on a des nouvelles personnes qui sont arrivées aujourd'hui dans le coaching, sachez que si vous avez des questions, c'est très important, vous pouvez les prendre en note. Et le 2 novembre prochain, donc lundi prochain, je vais vous inviter à un webinaire tout à fait gratuit qui va être vraiment dédié à répondre à vos questions. Donc, dans les journées, hein, je me suis donné la mission de vous donner un 20 à 30 minutes de contenu et on a 10 thématiques différentes. Mais évidemment, si je prenais le temps de répondre à vos questions au quotidien, je manquerais de temps pour être capable de passer à travers mon contenu. Par contre,
C'est tout à fait légitime d'avoir des questions, c'est tout à fait humain, normal. Donc, ce que je vous propose, c'est conserver vos questions pour le 2 novembre prochain. Je vais offrir 2 webinaires. Un à 19h30 pour les gens de l'Europe, donc 19h30 votre heure, et un à 19h30 pour les gens du Québec. Donc, on sera en live et là, je vous le dis, ça va être beaucoup plus que 30 minutes. Je vous invite à vous réserver un bon 2 heures et à ce moment-là, vous serez aussi en live avec moi et vous pourrez me poser vos questions. Ça va être bien, bien, bien important. Vous devrez vous inscrire. Alors, encore une fois, Julie va vous mettre dans le chat le lien pour pouvoir procéder à votre inscription pour le webinaire. C'est vraiment important. Ça n'aura pas lieu sur cette plateforme-ci. C'est pas sur le groupe Facebook. C'est vraiment un lien qu'on va vous envoyer parce que vous allez voir, on va être dans un autre studio et à ce moment-là, mon équipe peut m'envoyer vos questions en direct. Je peux vous répondre. Je peux même vous poser des questions si je veux avoir des précisions pour que vous puissiez m'aider à mieux vous répondre. Alors, si on récapitule aujourd'hui, puis l'autre chose aussi que je veux redire, là, si vous venez d'arriver, s'il y avait un souci aujourd'hui avec le Facebook ou encore avec mon Internet, sachez que je vais revenir à la limite, là, je ferai le coaching sur mon cellulaire. Mais si vous voyez que ça coupe, restez là, faites simplement vous reconnecter et à ce moment-là, vous pourrez... je veux juste voir, Julie, elle m'a-tu écrit? Non, OK, c'est bon. Si ça tombait, là, restez là et je vais revenir dans les secondes, voir la minute qui va suivre. OK, jour 6 aujourd'hui, propriétaire versus locataire, quels sont vos droits respectifs? Je suis allée chercher ces informations-là sur le site de la Corpic. Donc, la Corpic est un organisme ici québécois. Et bien évidemment, si vous êtes en Europe, la Corpic n'existe pas en Europe. Ceci dit, vous pouvez vous inspirer de ces mêmes règlements-là. Alors moi, ça fait plus de 25 ans que je détiens des immeubles à revenus. Ça fait plus de 25 ans que j'ai des locataires. Pendant, je vous dirais, les premières années, là, au moins une dizaine d'années, même plus, c'est moi-même qui s'est occupé de gérer mes locataires. Donc, c'est moi qui faisais visiter, c'est moi qui signait les baux, c'est moi qui reconduisais les baux et c'est moi, évidemment, qui m'assurais de remplir adéquatement le bail avec le locataire. Et j'ai toujours ajouté une feuille de règlement. Donc, depuis quelques années, au Québec, les baux ont été modifiés, sont encore plus exhaustifs, mais c'est vraiment, vraiment important que vous soyez ici au Québec, que vous soyez en Europe ou ailleurs, assurez-vous de toujours avoir ce que j'appelle une annexe avec des règlements. Et ce que je vous propose aujourd'hui, parce qu'il y en a beaucoup, vous allez le voir, mais on va passer rapidement et je vais m'attarder sur certains qui sont, selon moi, encore plus importants de ne pas omettre. Donc, le premier, on parle d'antenne. Et là, je vous le dis, si vous êtes ici au Québec et que vous souhaitiez imprimer les règlements de la Corpic pour les joindre à votre bail, il n'y a aucun souci, vous pourriez décider de le faire. Donc, les antennes. Alors, vous avez peut-être déjà vu des immeubles, on passe devant une propriété et on voit que les gens ont mis des grosses antennes paraboliques là, pour être capable de capter certains postes de télévision. Donc, moi, j'ai toujours ajouté ça, qu'il était strictement interdit aux locataires d'installer une antenne et à la limite, si la personne m'en faisait la demande, puis je vous avoue que c'est déjà arrivé que des locataires m'ont dit, ben moi, exemple, j'ai un couple de locataires qui sont libanais et qui me disaient, Stéphanie, nous, on veut être capable de capter les postes de notre pays, donc du Liban. Alors, on s'est entendu ensemble, j'ai déterminé où est-ce qu'on allait mettre l'antenne, parce qu'évidemment, si on laisse le locataire mettre l'antenne n'importe où, il peut faire un trou dans votre toit, donc évidemment, c'est à proscrire. Alors, on le dit sans avoir reçu l'autorisation écrite du locataire. Donc, le locataire, c'est moi et vous. Alors, on a aussi un règlement sur les appareils de climatisation. Moi, encore une fois, je le permets, mais encore là, avec mon autorisation. L'apparence extérieure, ça, c'est super important. Vous savez, quand j'enseigne dans le programme Immo Réussite, je dis toujours à mes membres, quand tu vas visiter une propriété, le premier coup d'œil est super important. Le premier coup d'œil, c'est l'extérieur. C'est, je regarde, est-ce qu'il y a un paquet de cochonneries, excusez l'expression, sur les balcons? Et est-ce que est-ce que le propriétaire a permis que les gens laissent leur vélo, un paquet d'affaires, des pneus, on voit ça des fois sur des balcons en avant d'une propriété. Je suis comme, voyons donc, qu'est-ce que c'est ça? Donc, moi, je me suis toujours fait un devoir d'ajouter cette clause sur l'apparence extérieure. Il est strictement interdit de suspendre aux fenêtres ou au balcon, et ça va même pour l'intérieur du logement, tout objet pouvant nuire à l'apparence extérieure de l'immeuble
notamment un canot, un drapeau ou des bicyclettes, etc., etc., ou des pneus. Je sais que ça peut avoir de l'air anodin, mais c'est important de le spécifier à l'avance. Dites-vous une chose, les paroles s'envolent, les écrits restent. Vous avez déjà entendu cette expression-là. Donc, vraiment important dans vos règlements d'ajouter un règlement comme celui-là. Donc, évidemment, s'il y avait quoi que ce soit, si vous passez devant votre propriété et que le locataire a décidé d'entreposer sa série de pneus d'été pendant l'hiver sur son balcon, vous serez en mesure, parce que vous aurez une clause qui aura spécifié que c'est interdit. Donc, c'est toujours plus facile quand c'est écrit. Le bon usage des lieux. Donc, évidemment, c'est une clause qui est standard, mais souvent, on va la trouver au bail. Moi, je la rajoute aussi dans les règlements. Donc, dans le fond, ça dit que vous devez faire attention, vous devez utiliser le logement de façon prudente et diligente. Vous devez le maintenir dans un état de propreté. Je sais que pour monsieur, madame, tout le monde, ça peut avoir l'air la norme, mais on le sait qu'il y a toujours des exceptions. J'avais d'ailleurs une discussion la semaine dernière avec une amie à moi qui travaille auprès des gens âgés et son métier à elle, c'est d'aller rencontrer des gens qui sont en perte d'autonomie et les aider à trouver une résidence pour personnes âgées. Et quand je lui ai parlé la semaine dernière, elle me disait, Stéphanie, je viens de sortir de chez un monsieur qui est encore dans sa maison personnelle, donc dans sa résidence personnelle. Et elle dit, c'était incroyable comment c'était insalubre. Elle dit, je ne peux pas croire que des gens qui vivent dans ce type de maison. Lui, c'est sa maison personnelle, mais sachez que c'est rare. Mais ça peut arriver que certains locataires, parce que pour plein de raisons, ils tombent malades, ça peut arriver que l'état se détériore. Donc, évidemment, c'est vraiment important d'avoir un règlement à cet effet-là. Évidemment, buanderie, si c'est le cas. Si vous offrez une buanderie, donc le locataire s'engage à garder fermés les robinets de la laveuse à linge. Bon, ça, c'est dans leur appartement, mais vous pouvez aussi offrir des services de buanderie dans le cas où vous avez des appartements qui n'offrent pas l'entrée laveuse-sécheuse. Donc, évidemment, je ne veux pas passer à travers là, tous les règlements, il y en a 26. Je veux par contre, vous pourrez les lire, vous êtes capable de le faire, je veux attirer votre attention sur certains points qui sont très importants. Allons au point numéro 7. Le locataire s'engage à maintenir un chauffage minimal de... J'ai un très bon exemple la semaine dernière, qui est véridique. La semaine dernière, je reçois un message texte d'un couple qui sont mes locataires à Montréal, dans mon immeuble sur la rue Saint-Denis, et qui me disent, Stéphanie, on quitte pour l'hiver. Donc, eux, ils vont partir pour, je pense qu'ils partent pour 4 mois. Elle dit, on voulait t'en aviser. Donc, évidemment, c'est super important. Le locataire qui paye l'électricité pourrait avoir tendance à dire, moi, je vais pratiquement fermer le chauffage parce que je n'ai pas envie de payer de l'électricité alors que je ne suis pas là. Donc, vraiment important d'ajouter dans vos règlements une clause qui dit, vous devez minimalement maintenir le chauffage à, mettons, je ne sais pas moi, 20 ou 19 degrés et maximum à temps. Donc, vous allez l'écrire, c'est vous qui allez le déterminer, mais c'est vraiment, vraiment important parce que sinon, il peut y avoir de l'humidité qui va se faire et ça arrive, hein, des gens, nous ici au Québec, on a ce qu'on appelle des snowbirds. Donc, des snowbirds, c'est des gens qui passent 6 mois ici et 6 mois, souvent, ça va être en Floride. Donc, ces gens-là, s'ils sont en appartement, pourraient avoir tendance à dire, regarde, je vais mettre ça au minimum, là, je n'ai pas envie de payer du chauffage alors que je ne suis même pas là, mais en même temps, pour la bonne santé de votre immeuble, c'est vraiment important. Donc, ça, ajoutez-le à vos règlements. Clés, serrures, évidemment. Moi, je demande à mes locataires d'avoir une clé de leur appartement. J'ai ajouté une clause à leur bail qui dit que jamais je ne vais entrer sans leur consentement, à moins d'une urgence. Et ça aussi, c'est vraiment super important. Qu'est-ce qu'une urgence? Le locataire est parti, par exemple, en vacances et il y a un dégât d'eau. Je ne sais pas, moi, le locataire au-dessus, la toilette a débordé et là, l'eau est rendue chez eux. C'est une urgence. Alors, à la limite, moi, ça m'est déjà arrivé, ce que j'ai fait à l'époque, c'est que à l'époque, ce n'était pas les messages textes, ça fait quand même un petit moment, mais j'avais pris le téléphone, j'avais laissé un message à mes locataires qui étaient en vacances en leur disant, écoutez, tel que convenu, je vous avise, je vais entrer parce qu'il y a eu un dégât d'eau dans votre appartement. Bon, c'est plate pour les vacances parce que ce n'est pas une super nouvelle, mais en même temps, ça vous protège aussi, vous, comme propriétaire. Vous savez, c'est vraiment important parce que souvent... je me rappellerai toujours, il y a plusieurs années, quand j'avais acheté mon premier 8 appartements, à un moment donné, j'ai voulu acheter, c'est comme un 16 appartements qui est divisé en 2 8. Et c'est vraiment 2 8 distincts, donc un 8 appartements ici et un autre à côté. Et j'avais acheté un côté. Puis à un moment donné, quand le propriétaire voisin a mis en vente, je voulais l'acheter. Et finalement, on ne s'est jamais entendu sur le prix. C'est pas grave, c'était correct, c'était ça. Et il a vendu à quelqu'un d'autre. Et l'autre propriétaire
ne connaissait pas l'immobilier et lui, dans son livre à lui, c'était son immeuble et il pouvait entrer chez les locataires comme ça, sans aviser. Si bien qu'un jour, alors évidemment, vous comprendrez que ça a fait beaucoup de friction avec certains locataires. Le propriétaire arrivait en plein après-midi, rouvrait la porte et rentrait chez les gens. Un jour, il y a une dame qui sortait de sa douche avec sa serviette, les cheveux mouillés, et elle est tombée face au propriétaire. Écoutez, ça a été vraiment pas drôle. Donc, il faut comprendre une chose. Quand vous achetez une propriété avec des appartements, oui, vous êtes propriétaire, mais vous n'avez pas le droit d'entrer chez les locataires sans, évidemment, leur permission et encore moins quand ils sont là, sans les avertir. Ça, c'est vraiment super important. Je le sais que c'est pour 99% des gens, là, c'est comme, ben, c'est tout à fait normal, Stéphanie, mais l'histoire que je viens de vous raconter, elle est tout à fait véridique. Dans son livre à lui, le propriétaire, il était propriétaire, fait qu'il pouvait rentrer dans ses appartements. C'est pas tout à fait comme ça que ça se passe. Évidemment, la clause 9, très importante au niveau du comportement. Donc, c'est la clause qui dit que tu dois agir dans le bien immobilier de sorte à ne pas nuire à la jouissance des autres locataires, la jouissance des lieux, donc la paix, la tranquillité, évidemment, pas faire des parties à tout casser, la musique, etc., etc. Donc, ça aussi, c'est une clause que j'ajoute toujours à mes règlements. Conciergerie, dans le cas où il y aurait un service de conciergerie, donc si vous avez des concierges, c'est vraiment important de faire comprendre aux locataires qu'ils ne peuvent pas utiliser pour leur fin personnelle votre concierge, à moins de vous en faire la demande, à moins d'une entente particulière entre vous deux. Donc, ça, c'est vraiment important. Le constat des lieux aussi, la clause numéro 11. L'état du logement peut être constaté par la description quand on fait les parties ou des photos à cet effet. À défaut d'un constat sur l'état des lieux, le locataire est présumé avoir reçu le logement dans un bon état au début du bail. Très important. Très, très important. Et moi, je vous dirais que lorsqu'on loue, nous, à un nouveau locataire, aujourd'hui, c'est plus moi qui va faire ça, mais c'est mes concierges. Donc, mes concierges se rendent le jour 1 avec les clés, font le tour avec le locataire pour s'assurer de l'état des lieux, pour s'assurer, et à ce moment-là, cette clause-là est ajoutée de toute façon dans les règlements. Fait qu'on s'assure que nous, on sait qu'on a remis en bon état l'appartement. Bon, évidemment, là, vous avez d'autres clauses sur les déchets. Il faut voir est-ce que ça s'applique à votre situation, les détecteurs de fumée, donc s'assurer que les gens changent les piles, ça, c'est leur responsabilité. Les enseignes, donc évidemment, quelqu'un qui loue un appartement à des fins résidentielles ne peut pas décider de mettre sur son balcon, par exemple, je sais pas moi, manicure Manon, tu sais, a décidé de se partir un truc de manicure et elle affiche ça sur son balcon. Non, déjà, c'est loué à des fins résidentielles. Donc, théoriquement, Manon n'aurait pas le droit de faire des ongles. On continue avec, bon, évidemment, là, une clause au niveau de l'électricité, à savoir qui est responsable. Donc, ça aussi, ça va être prévu au bail, mais moi, j'aime toujours l'ajouter au règlement. En cas d'incendie, qu'est-ce qui se passe? Donc, ça aussi, c'est vraiment important en cas d'incendie. Si le logement devenait impropre à l'habitation, le locataire et le locataire peuvent demander la résiliation du bail. Il y a la loi sur le tabac aussi. Donc, nous, depuis plusieurs années, on interdit non seulement dans les espaces communs, mais même dans les appartements. Pourquoi on le fait? Parce que c'est aussi les assureurs qui nous demandent, ou voire slash, ils nous obligent pratiquement à ne pas accepter des gens qui fument. Et évidemment, on l'aura compris, hein, c'est pour une question d'assurance, pour une question de risque. Il y a plus de risque. Un article de fumeur qui pourrait mettre le feu, il y a plus de risque que si tu ne fumes pas. Bon, les lidos, je le sais qu'en 2020, c'est moins la mode, mais moi, je me rappellerai toujours, ça me fait rire quand je vois cette clause-là, mais je me rappellerai toujours qu'avec mon premier copain, hein, j'allais dire mon premier chum, mais je sais qu'en Europe, vous utilisez plus le mot copain. Mon premier copain, à l'époque, avait un lido. Et croyez-moi, un lido qui explose dans un appartement au 3e étage, ça fait des dégâts. Donc, évidemment, moi, j'ai toujours rajouté cette clause-là, même si aujourd'hui, en 2020, je pense que c'est pas vraiment la mode des lidos, mais quand même. Évidemment, modification des lieux, cette clause-là, la clause 19, est importante. Quand ça dit que vous ne pouvez pas décider, le locataire ne peut pas décider d'abattre un mur sans vous en parler. La piscine, même chose. On dit que c'est strictement interdit d'installer sur le terrain de l'immeuble une piscine. Et encore là, c'est toujours à moins d'une entente avec vous. Si vous prenez une entente à l'amiable avec un locataire et que vous dites, regarde, c'est OK, par exemple, j'ai 2 appartements, un duplex, le propriétaire en bas, pas le propriétaire, mais le locataire en bas dit, regarde, j'ai le droit de faire usage de la cour, puis j'aimerais ajouter une piscine et ça sera à mes frais. Bon, ben, en tant que propriétaire, vous pouvez donner l'autorisation. Mais à la base, je préfère toujours le mettre ici et à la limite, si on s'entend, on
on va biffer, je cherche le mot francophone, mais on va barrer cette clause. Produits dangereux et poils, donc je vous laisse le lire, mais évidemment, ça dit que le locataire ne peut pas avoir des trucs dangereux à l'intérieur. Relocalisation du logement, dans le cas où le locataire du non-renouvellement de bail ou de sa résiliation, je vous l'explique. Vous envoyez un avis de reconduction à votre locataire et il décide de ne pas relouer. À ce moment-là, il est tenu de permettre de vous faire visiter. Il est tenu de vous permettre de faire visiter pour être capable de le relouer éventuellement. Donc ça, c'est une clause très, très importante. Je vous dirais qu'habituellement, quand on a une belle relation avec nos locataires, il n'y en a pas de souci. Je vous dirais que, et je vous donne un truc je vous le dis, ce truc-là, ça vaut son pesant d'or, mais j'ai déjà eu dans le passé des locataires qui étaient un petit peu plus réticents à faire visiter. Surtout en ce moment, hein, avec le COVID, on peut comprendre que en pleine pandémie comme ça, il y a des gens qui sont mal à l'aise de laisser entrer des inconnus pour visiter leur appartement. Je le comprends. Ceci dit, vous avez quand même des droits comme propriétaire, mais en même temps, il y a une question de bonne entente avec les locataires. Donc, moi, souvent, exemple dans le COVID, là, ce avec quoi je me suis entendue avec certains locataires, là, au pire de la crise au mois d'avril, quand on voulait faire des visites, la locataire avait fait une visite virtuelle aux futures personnes intéressées, puis ça a été correct. C'est pas l'idéal, mais c'est correct. Il m'est déjà aussi arrivé en dehors de la pandémie, d'avoir des locataires qui disaient, ben moi, non, je veux pas faire visiter l'appartement ou exemple, ils disaient, oui, tu peux venir visiter, mais dans une semaine et demie. Sauf que dans une semaine et demie, quand un locataire cherche un appartement, c'est là qu'il veut visiter. C'est dans les 24 à 48 heures. Sinon, il va aller en voir 4 autres, puis il va choisir autre chose. Donc, vous, votre job comme propriétaire, c'est de permettre le plus rapidement d'avoir accès à l'appartement. Et moi, ce que j'ai à l'occasion fait, c'est que souvent dans un immeuble, on va avoir 2 ou 3 appartements qui sont très similaires. Et souvent dans un immeuble, on va avoir un appartement qu'on connaît la locataire ou le locataire qui est bien entretenu, qui est beau. Alors moi, je prenais une entente avec la locataire. Je pense à une entre autres là, qui s'appelait Danielle. Son appartement était super bien décoré, super beau, même division que mes autres appartements. Donc, il y a une année où je lui avais demandé, je dis, écoute, ça sera peut-être 2 ou 3 visites seulement, mais j'accepte de te payer. Donc, à chaque visite, je te donne un petit montant. Donc, je lui donnais 50 $ par visite. C'était super avantageux pour elle. Mais en même temps, son logement était super beau. Ça rendait justice. L'appartement en bas, ben, nous, on était en travaux de rénovation à ce moment-là. Donc, c'était pas super intéressant. Et cette fois-là, j'ai eu 50 $ à donner parce que la première personne qui est venue visiter, elle a fait comme, oh wow, j'aime ça. Là, l'appartement en bas est pareil, les mêmes divisions, la même chose, c'est juste qu'il n'est pas décoré pareil, évidemment, parce que la personne va arriver avec ses meubles et on a loué. Donc, c'est des petits trucs comme ça qui sont vraiment intéressants. Bien évidemment, la clause 24, tapis, papier peint, peinture foncée, ça aussi, c'est une clause que je mets tout le temps. Nous, quand on repeint un appartement, on le met blanc en entier et on dit aux gens, oui, tu peux mettre des petites couleurs, mais c'est sûr que si tu me mets un mur vert forêt ou noir, ben, tu vas t'engager avant de repartir à me remettre ça blanc. Donc, ça aussi, c'est des petites choses vraiment importantes. Utilisation des corridors et vestibules. Donc, d'avoir des règlements là-dessus, à savoir pas de flanage. S'il y a des ados qui traînent là, puis je dis des ados, mais ça pourrait être des enfants, sans qu'ils soient mal intentionnés, mais on n'a pas nécessairement envie de ça dans nos corridors ou dans nos espaces communs. Et finalement, les ventes de garage, bien, souvent, les municipalités vont avoir des dates et c'est important que le locataire sache qu'il ne peut pas faire ça n'importe quand. Ceci dit, allons plus loin parce que je trouve que c'est une thématique importante, la relation locataire-propriétaire. Et dans le cadre du programme Immo Réussite, on a développé des modules dans lesquels je vous donne une multitude de stratégies pour trouver des bons locataires. C'est ça le nerf de la guerre. Ça vient après. Quand j'ai trouvé mon bon locataire, je vais signer mon bail, je vais lui faire signer le document des règlements. Donc, le document des règlements, c'est super important. Vous l'imprimez en 2 copies. Il y aura une copie sur laquelle ils vont mettre leurs initiales et vous aussi, ils vont la conserver. Et il y aura une autre copie avec leurs initiales et vos initiales que vous allez conserver dans votre copie à vous du bail. Ça, c'est super important. Mais au-delà de ça, pour s'assurer qu'on trouve des bons locataires, parce que des bons locataires, oui, il y en a. Il faut se le dire. Moi, j'ai toujours dit 99% des locataires, ce sont des gens qui vont faire attention, qui vont payer au bon moment, donc qui vont être de bons payeurs. Il y a toujours
un mini pourcentage de gens qui sont un peu moins faciles, qui vont avoir un petit retard dans le paiement, qui vont un petit peu moins bien entretenir votre appartement, et des histoires d'horreur. Je veux dire, moi, j'en ai jamais eu en toutes ces années. Ben, à vrai dire, c'est pas une histoire d'horreur, mais j'ai eu une histoire où ça a été vraiment là, une mauvaise surprise. J'avais fait confiance, j'avais pas fait d'enquête de crédit et je me suis fait avoir. Donc, je me suis retrouvée avec une locataire qui payait pas, qui avait plein de chats, et qui n'avait pas de meubles dans son appartement. Heureusement, on a résilié très, très, très rapidement son bail. Ceci dit, c'est arrivé une fois en 28 ans. Une fois. Et c'était ma faute. Je n'avais pas fait ma job, je n'avais pas fait mes devoirs. Je m'étais fiée aux apparences. J'avais signé un bail sans faire d'enquête de crédit. Grave erreur, mesdames et messieurs. Faites des enquêtes de crédit. Aujourd'hui, pour 50 ou 60 dollars, il y a des firmes, donc des compagnies qui se spécialisent à vous faire des enquêtes de crédit. Ils vont appeler les employeurs, ils vont appeler les anciens propriétaires, ils vont demander des références, ils vont s'assurer qu'il n'y a pas de dossier criminel. Bref, là, vraiment, on va regarder la cote de crédit aussi de la personne. Vous avez vraiment un profil. Et moi, là, depuis toujours qu'on fait ça, aujourd'hui, mes gestionnaires sont vraiment, vraiment très, très, très pointus sur les enquêtes de crédit. Souvent, quand ça passe limite, ils vont demander un endosseur. Donc, vraiment, et je vous le dis, je touche du bois, mais on n'en a pas de souci avec les locataires. On n'a pas de souci au niveau du paiement. On n'a pas de souci au niveau de locataires qui détériorent les appartements. Ceci dit, et ça, c'est vraiment important ce que je vais dire là, puis ouvrez vos deux oreilles, mes immeubles sont bien loués parce qu'ils sont bien situés et parce que je m'occupe de mes propriétés. Donc, je m'en occupe dans la mesure où j'entretiens mes propriétés, j'entretiens mes immeubles. J'offre un beau milieu de vie à mes locataires et je ne suis pas gênée d'être au niveau de mes prix de location au top du marché. Moi, si vous regardez là, sur la même rue plusieurs immeubles avec des appartements similaires aux miens, je suis fort probablement dans les plus chers, sinon la plus chère. Par contre, j'offre un service, mon immeuble est sur la coche, donc, et on le voit déjà de l'extérieur. Moi, je fais paysager mes immeubles à l'extérieur, il y a des fleurs, je fais fertiliser la pelouse pour que ça soit beau. Donc, souvent, quand tu vas regarder le même immeuble, un en face de l'autre, le mien et celui du voisin, c'est pas la même game. Et veut pas, ça justifie, oui, qu'on demande un petit peu plus cher, mais en même temps, ça fait quoi? J'attire une belle qualité de locataire. Alors, je vous le dis, si un de vos freins à investir en immobilier, c'est la relation avec les locataires, bien, d'une part, dites-vous une chose, les premières années, si c'est vous qui décidez de gérer vos immeubles, bien, vous le ferez, vous allez apprendre, mais éventuellement, vous aurez peut-être un concierge et peut-être même dès le début. Éventuellement, si vous avez plus d'appartements, peut-être que vous déciderez de recourir au service d'un gestionnaire d'immeuble. Donc, toutes ces alternatives, moi, ça fait des années que je n'ai plus à dealer avec des locataires, à part pour mon 3 appartements que je détiens toujours à Montréal et que je gère moi-même parce que c'est un petit triplex. Mais à part de ça, j'ai aucune idée de qui sont mes locataires. Ce sont mes gestionnaires qui gèrent le tout. Et ça, c'est vraiment, pour moi, c'est vraiment génial. Alors, je veux juste aussi amener une précision parce que la semaine passée, vendredi, au jour 5, on a parlé de la division d'appartements. Et il y a quelqu'un qui a fait le commentaire en disant « Wow, je me rends compte que c'est des stratégies quand même assez avancées et c'est peut-être trop avancé pour moi. » Et je tiens à vous rassurer. Évidemment, ce coaching-là, c'est le 3e coaching que je développe et c'est la première fois que je touchais à ces thématiques-là. Et effectivement, il y a certaines stratégies qui sont pour ceux qui sont un petit peu plus expérimentés. Mais bien évidemment, si éventuellement, et je vais en parler là, cette semaine du programme Immo Réussite, si éventuellement vous souhaitez joindre le programme Immo Réussite, dites-vous que, on part à la base. Alors, je pars vraiment à la base avec vous et que peut-être que certaines stratégies que vous n'utiliserez jamais. Ceci dit, les stratégies qui vont vous convenir, alors peut-être que pour vous, c'est de dire, ben moi, je vais acheter un Plex et je veux que ça assure mes vieux jours. Je veux que ça soit mon fonds de pension. Ben c'est super. Peut-être que vous n'en ferez jamais de la division d'appartement. Peut-être que vous n'aurez jamais envie de faire du flip immobilier. Peut-être que vous n'aurez jamais envie de faire de la location saisonnière. Et that's perfect. C'est bien correct pour moi. L'important est de dire quel est mon objectif, qu'est-ce que j'ai envie et vous allez y aller avec vos besoins à vous. Donc ça, c'est super important. Alors avant de terminer, premièrement, demain, jour 7. Demain, jour 7, on va parler de bougez pas. Ah,
faut pas vous manquer ça. Comment structurer une offre d'achat de façon optimale? Ça, c'est une question qui m'est souvent demandée, que ce soit par mes membres, mais là, évidemment, au niveau de la formation, on l'enseigne. Mais souvent, sur les réseaux sociaux, les gens vont me poser la question, est-ce que je devrais ajouter telle ou telle clause? Donc, on en parle demain. Comment structurer une offre d'achat de façon optimale? Deux autres choses importantes. Je vais demander à Julie à l'instant de remettre dans le chat le lien pour vous inscrire au webinaire qui aura lieu le 2 novembre prochain. Donc, lundi, dans une semaine, jour pour jour, 19h30 si vous êtes en Europe, 19h30 si vous êtes au Québec. Donc, vous avez le choix des deux représentations, mais vous devez vous inscrire. Si vous n'êtes pas inscrit, vous ne recevrez pas le lien. Ça ne se passera pas sur la page Facebook ici. C'est vraiment un lien qu'on va vous envoyer par email et vous allez à ce moment-là pouvoir venir vous connecter en live et m'envoyer vos questions. Donc, ce soir-là, mon équipe, Célina et Julie, vont m'envoyer en direct vos questions. Donc, que ce soit sur n'importe laquelle des thématiques qu'on a vues au cours du 10 jours de coaching, je serai là pour vous répondre. Donc, ça, c'est super important. L'autre chose, il y a des gens qui m'ont demandé la semaine dernière, et on l'avait mis vendredi, d'avoir accès au plan de cours du programme IMO Réussite. Donc, à nouveau, je vais demander à Julie d'ajouter le plan de cours. Et à ce moment-là, encore une fois, quand Julie met des trucs dans le chat, c'est important, vous devez faire un copier-coller et le mettre dans votre furteur. Vous pouvez imprimer le plan de cours. Vous allez voir, le programme IMO Réussite, c'est une formation hyper complète. On a moi qui vous enseigne bien évidemment, mais aussi j'ai 40 experts qui viennent vous enseigner, que ce soit des prêteurs privés, des évaluateurs en bâtiment, des fiscalistes, des avocats, des notaires, des courtiers immobiliers, des spécialistes du flip immobilier. Bref, j'ai 40 experts, les meilleurs dans leur domaine respectif. Des administrateurs de biens, des chasseurs d'appartements, donc des gens qui dénichent des auberges. Donc, vous voulez avoir accès non seulement à mes conseils, à mon expertise, mais aussi à leurs conseils. Et comme je vous le dis, on commence à la base. Donc, si vous ne connaissez rien à l'immobilier, soyez sans crainte. Sachez que le programme IMO Réussite, la façon qu'il est bâti, on commence à la base et de semaine en semaine, on avance. On parle de plus de 40 heures de formation, mais j'aurai l'occasion de vous en parler cette semaine. Alors, avant de terminer, merci d'avoir été là. Soyez là demain, mardi, jour 7, comment structurer une offre d'achat de façon optimale. Alors, je vous dis merci d'avoir été là et évidemment, prenez le temps d'aller vous inscrire pour le webinaire qui aura lieu dans une semaine. Je vous embrasse virtuellement et c'est un rendez-vous demain. Salut tout le monde! Bye!